On va faire ensemble la pathologie de l'œsophage. Je vais introduire mon cours en disant que l'œsophage est un conduit musculaire qui est contractile et qui relie le pharynx à l'estomac. Il livre bien sûr le passage au bol alimentaire. Il faut savoir qu'il peut être le siège de diverses pathologies, notamment les œsophagites et le reflux gastro-œsophagien, l'endobrachiosophage et les tumeurs, que ce soit bénignes ou malignes. Je commencerai mon cours par un petit rappel en disant que l'œsophage, et je vais me répéter, que c'est un tube musculaire de 2 à 3 cm de diamètre et de 15 à 30 cm de longueur et qu'il relie le pharynx à l'estomac. L'entrée et la sortie de l'œsophage sont fermées par des anneaux musculaires qui s'ouvrent et qui se ferment pour gérer justement le passage de la nourriture. Et on appelle ces anneaux musculaires les sphincters œsophagiens. Un petit rappel histologique, la paroi œsophagienne est constituée de 4 couches. La muqueuse, qui est faite d'un épithélium malpigien non kératinisé, qui repose sur un chorion fait d'un tissu conjonctif de soutien. On a aussi dans la muqueuse une petite couche, une fine couche de muscle qu'on appelle musculaire muqueuse. La sous-muqueuse, est la deuxième couche de la paroi œsophagienne qui peut contenir quelques glandes. Une musculeuse faite de 2 couches de muscles lisses et une adventice qui est un tissu graisseux. L'adventice en matière d'œsophage, on l'appelle adventice pas sous-séreuse. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, il n'existe pas de séreuse. Une autre chose importante, il faut savoir, qu'il faut connaître, c'est que l'œsophage se continue par l'estomac et on reconnaît la muqueuse malpighienne, et donc la muqueuse œsophagienne par son aspect blanc nacré, et la muqueuse gastrique cardiale, donc qui est une muqueuse en fait glandulaire, par son aspect rosé. Les différentes pathologies de l'œsophage, en fait, il faut savoir qu'elles sont multiples. Il y a des pathologies où on a besoin d'anapathe, d'autres où on a besoin moins de l'anatomopathologie. Je vais citer quelques-unes. Par exemple, la fistule trachéo-œsophagienne, c'est une anomalie anatomique qui est habituellement congénitale, mais qui peut se voir après comme séquelle d'une intervention chirurgicale telle les laryngectomies, et qui est une connexion inappropriée entre la trachée et l'œsophage. Là, le rôle de l'anatomopathologie est minime dans le diagnostic et dans le traitement. Une autre pathologie qui est le diverticule œsophagien. En fait, les diverticules sont des poches de muqueuse développées à travers la couche musculaire de l'œsophage. Plusieurs types de diverticules, des diverticules de Zenker, des diverticules épiphéniques, des diverticules mi-œsophagiens. Et si on fait l'étude microscopique, c'est une muqueuse œsophagienne plus ou moins normale et qui est surmontée par une parakératose. En fait, le bol alimentaire, comme c'est une poche, le bol alimentaire va pouvoir rentrer, mais il va ressortir difficilement. Donc, le bol alimentaire va irriter
la muqueuse œsophagienne qui va réagir par une kératose parakératosique. C'est une lésion qui n'est pas tumorale, donc on ne va pas trouver les atypies cytonucléaires, le pléomorphisme nucléaire. Les varices œsophagiens est une autre pathologie qui consiste en une dilatation anormale des veines œsophagiennes et qui se voit surtout dans le contexte d'une cirrhose. On voit ici en endoscopie la dilatation des veines. En microscopie, on peut voir des veines dilatées entourées par un infiltrat inflammatoire. Ces veines peuvent se rompre et on peut avoir de l'hémorragie qui peut être la cause du décès du malade. Ici aussi, le rôle de l'anapathe n'est pas très important pour le diagnostic. Le syndrome de Mallory-Weiss, qui est une déchirure de la paroi œsophagienne, qu'on voit ici sur cette image endoscopique. Et il faut savoir que ces déchirures peuvent survenir à la suite de graves crises de vomissement ou de toux qui peuvent survenir chez des toxicomanes et au cours de certaines maladies aiguës. Les hernies hiatales, c'est un estomac, c'est une partie de l'estomac qui va se déplacer au-dessus du diaphragme, suite à une faiblesse du diaphragme, bien sûr. L'achalasie. Alors, l'achalasie est une obstruction fonctionnelle de l'œsophage due à l'incapacité du sphincter œsophagien inférieur à se détendre de manière appropriée ou bien à une réduction du péristaltisme de l'œsophage. On voit cette dilatation, on voit la dilatation de l'œsophage sur cette radiographie pulmonaire. Il faut savoir que cette achalasie va survenir à la suite d'un problème d'innervation. Donc, les filets nerveux qu'on peut voir au microscope et qui sont habituellement à l'état normal, ils sont constitués d'un stroma dit schwannien sur lequel se disposent des cellules appelées cellules ganglionnaires. Cette constitution, cette morphologie qu'on peut voir à la microscopie témoigne du bon fonctionnement du filet nerveux. Là, au cours de l'achalasie, les filets nerveux qui innervent les couches musculaires ne vont pas contenir les cellules ganglionnaires. Ça veut dire que les muscles ne vont pas travailler normalement. Et on va avoir cette paralysie, si vous voulez, de l'œsophage. Bien sûr, à la suite de la stagnation du bol alimentaire dans l'œsophage, il peut y avoir une œsophagite. Le bol alimentaire va irriter la paroi œsophagienne, ou plus exactement la muqueuse œsophagienne. On peut avoir des œsophagites. Ici, on a l'aspect microscopique de l'achalasie. On a des filets nerveux. Alors, un filet nerveux, comme je l'ai dit, est un strannien qu'on voit ici, sur lequel vont se déposer les ganglionnaires qu'on ne voit pas ici. Ça veut dire que le filet nerveux, finalement, est non fonctionnel. Ça, c'est l'achalasie. Après, on a dit que la stagnation du bol alimentaire va entraîner une inflammation. Toutes ces cellules
Tous ces points bleus sont les noyaux des lymphocytes qui témoignent de l'inflammation. Et donc, ça, c'est un aspect microscopique de l'achalasie. Les œsophagites. Alors, l'œsophagite est une inflammation de l'œsophage qui suit généralement une irritation de la muqueuse œsophagienne par le bol alimentaire. Et en général, les œsophagites surviennent au cours d'un reflux gastro-œsophagien. Donc, dans l'œsophagite, on va avoir de l'inflammation. Donc, on voit ici des cellules inflammatoires dans le chorion et même dans l'épithélium. D'abord, l'aspect macroscopique, c'est-à-dire à l'endoscopie, il va y avoir une hyperémie. Vous savez que l'hyperémie, finalement, elle est due à la congestion vasculaire, qui est le premier signe de l'inflammation. Après la congestion vasculaire, il va y avoir des cellules inflammatoires qu'on voit ici. Ça, c'est les signes cardinaux de l'inflammation. Maintenant, il peut y avoir d'autres signes, d'autres remaniements inflammatoires d'intensité variable selon l'intensité de l'œsophagie, de l'inflammation, avec parfois la présence d'érosion, voire d'ulcération. Le bol alimentaire peut ulcérer, peut éroder la muqueuse, d'exsudat. L'exsudat, ce n'est que l'œdème inflammatoire. Le reflux gastro-œsophagien, alors, le reflux gastro-œsophagien, c'est un reflux des aliments de l'estomac vers l'œsophage qui va se manifester et qui va causer des œsophagites. Il faut savoir que le reflux gastro-œsophagien survient suite à une diminution du tonus du sphincter inférieur de l'œsophage ou bien suite à une augmentation de la pression intra-abdominale ou bien intra-abdominale gastrique. Ou bien intraluminale plutôt gastrique. La morphologie du RGO dépend de la durée du reflux, c'est-à-dire c'est une inflammation. Au début, elle va être aiguë avec des polynucléaires des polynucléaires neutrophiles ou éosinophiles, ça dépendra de la cause. On peut avoir au début aussi de l'œdème. Avec le temps, il peut y avoir une cicatrisation avec l'apparition de fibrose. Alors, on passe à une autre pathologie qui peut être la conséquence de ce reflux, qui est l'endobrachiosophage, appelé aussi œsophage de Barrett. L'endobrachiosophage est une forme de cicatrisation de l'œsophagite peptique, c'est-à-dire quand il y a une œsophagite, notamment dans le cadre du RGO, l'œsophagite, c'est une inflammation et donc ça va suivre les étapes de l'inflammation. Donc, comme la dernière étape de l'inflammation est la réparation, cicatrisation, on va y avoir une cicatrisation avec apparition de fibrose, mais avec la cicatrisation, il va y avoir une réépithélisation. La réépithélisation peut se faire d'une façon normale, c'est-à-dire on peut avoir une muqueuse malpighienne qui va se mettre à la place de la muqueuse malpighienne ulcérée lors de l'inflammation, lors de l'agression, ou bien on peut avoir souvent une régénération sous forme d'une muqueuse de type gastrique. Une muqueuse de type gastrique, ça veut dire une muqueuse de type glandulaire, et elle est appelée aussi muqueuse de type cylindrique, tout simplement parce que les cellules qui tapissent les glandes sont des cellules de morphologie cylindrique. L'œsophage de Barrett survient chez environ 10% des personnes atteintes de RGO et il se voit fréquemment chez les hommes de race blanche. C'est une lésion prénéoplasique pouvant donc évoluer vers des lésions de dysplasie glandulaire puis vers un adénocarcinome. On va voir tout de suite comment
On va expliquer ça dans le cours, tout de suite après. Il faut savoir que le diagnostic est endoscopique. Ici, on a des photos endoscopiques avec une muqueuse malpighienne blanchâtre, comme je l'ai dit au début du cours, et avec une muqueuse rosée et donc gastrique. Et c'est la définition de l'endobrachiosophage. Et à l'histologie, on peut faire le diagnostic également en reconnaissant la muqueuse de type glandulaire, de type cylindrique. Alors ici, sur cette photo, on a une muqueuse malpighienne, œsophagienne donc, et juste à côté de cette muqueuse, on a une muqueuse glandulaire de type gastrique. Ça, c'est l'endobrachiosophage, qui est caractérisé en fait par la présence d'une muqueuse glandulaire faite d'un épithélium cylindrique métaplasique avec des cellules caliciformes à l'intérieur de l'épithélium œsophagien. Et comme on a dit que c'était une lésion prénéoplasique, donc qui va aboutir à un adénocarcinome, il faudrait, mais l'aboutissement à cet adénocarcinome va se faire en étapes. Donc, la muqueuse cylindrique, glandulaire cylindrique, va être le siège de dysplasie. Elle-même, la dysplasie, on aura une dysplasie de bas grade, ensuite la dysplasie de haut grade, ensuite on aura l'apparition du cancer. Donc il faudrait rechercher les lésions de dysplasie, il faudrait les grader en bas ou en haut grade. Et les critères de gradation de cette dysplasie et des critères sont des critères purement anatomopathologiques basés sur des critères architecturaux et nucléaires. Sur cette photo, on a une dysplasie de bas grade. Regardez les noyaux, ce qui est montré, tout ce qui est bleu, bleu, c'est des noyaux de cellules. Regardez, les noyaux sont en position basale. Ils ont à peu près la même taille. Les cellules aussi, elles ont à peu près la même taille, elles sont cylindriques, mais ici sur la deuxième photo à droite, on a une glande qui est tapissée par un épithélium dans les noyaux, donc les points bleus, sont stratifiés. On n'a pas qu'une seule couche de cellules de noyaux, on a plusieurs couches de noyaux, et si on voit bien, on voit que les noyaux et même les cellules n'ont pas la même taille. Donc ça fait partie des critères de la dysplasie de haut grade. Seulement, il faut savoir que c'est des critères qui restent subjectifs, et donc il va y avoir une variabilité interobservateur. C'est pour ça que la confirmation de la dysplasie elle-même et du grade de la dysplasie est indispensable, doit être faite par un expert. Ceci est important. Pourquoi? Parce que le diagnostic de dysplasie, notamment de haut grade, conduit souvent à un geste thérapeutique. La pathologie tumorale. Dans la pathologie tumorale, le rôle de l'anatomopathologie est primordial, parce que non seulement il confirme le diagnostic, il va donner plusieurs éléments qui vont permettre de guider la prise en charge thérapeutique. Il faut savoir qu'il y a des lésions fréquentes en pathologie tumorale et des lésions plus rares, et que dans ce cours, on va aborder les lésions les plus fréquentes, bien sûr. Parmi les lésions bénignes les plus fréquentes, c'est les papillomes. Et parmi les lésions malignes les plus fréquentes, c'est le carcinome épidermoïde et l'adénocarcinome, notamment l'adénocarcinome qui se voit sur l'endobrachiosophage. Alors, on commence par le papillome. C'est une tumeur bénigne qui reproduit l'épithélium, qui reproduit la muqueuse œsophagienne. Donc, vous imaginez qu'elle est
Bon, à part le fait que qu'elle a un aspect polypoïde, c'est tumoral, mais elle est faite d'un épithélium malpigien qui ressemble tout à fait à l'épithélium œsophagien. Et qui repose, cet épithélium va reposer comme l'épithélium œsophagien sur une lamina propria conjonctivo-vasculaire. Il faut savoir que c'est une pathologie qui reste rare, qui est souvent de découverte fortuite, endoscopique, qui touche les hommes à partir de 40 ans et qui siège le plus souvent au niveau inférieur de l'œsophage. L'étiologie, parmi plusieurs étiologies bien sûr, à ce papillome, mais l'étiologie la plus fréquente est l'HPV et l'infection par l'HPV. On peut avoir ici, il peut y avoir aussi les œsophagites ou l'œsophage de Barrett peut conduire parfois à des papillomes de l'œsophage. Dans 90% des cas, des papillomes sont solitaires. Et dans ce cas, c'est des tumeurs tout à fait bénignes qui ne conduisent pas à l'apparition de cancer. Donc, ils ne sont pas considérés comme lésions précancéreuses. Par contre, il peut y avoir rarement plusieurs papilles sur l'œsophage et on appelle ça papillomatose. Et dans ce cas, c'est une lésion précancéreuse. Et bien sûr, il faudrait examiner tous les papillons un par un à la recherche de lésions de dysplasie de bas, de haut grade, de dysplasie malpighienne dans ce cas, de bas et de haut grade et de cancer. Et le traitement du papillome est l'excision, en sachant que sa récidive est exceptionnelle. Voici l'image macroscopique ou endoscopique d'un papillome. Il faut savoir qu'on peut avoir deux aspects macroscopiques, soit des petites masses sessiles, rosées, blanchâtres, qui ont une taille, dont le diamètre ne dépasse pas 5 mm, ou bien on peut avoir des masses polypoïdes en chou-fleur. Et au microscope, comme je l'ai déjà dit, c'est un épithélium pavimenteux, épithélium donc malpighin, hyperplasique, mature, c'est-à-dire qu'il est mature, ça veut dire qu'il ressemble parfaitement à un épithélium malpighin normal, d'un adulte normal, qui recouvre, alors cet épithélium recouvre des tiges. Alors, le papillome en anatomopathologie, quelle que soit sa localisation dans l'œsophage ou dans d'autres organes, il est défini microscopiquement par un épithélium, malpighin ou autre, qui repose sur une tige, sur un axe conjonctivo-vasculaire. Voilà, cet axe, il peut être parfois ramifié. Après, comme on a dit que la cause la plus fréquente est l'HPV et l'infection par HPV, on peut rechercher au sein des papillons des stigmates en faveur de l'infection par HPV, à savoir une colocytose, c'est-à-dire de multiples colocytes, de multiples cellules qui sont faites d'un noyau rétracté au sein d'un cytoplasme ballonisé, on appelle ça colocyte, et qui témoignent de l'infection à HPV. D'autres signes sont moins mineurs qui témoignent de l'infection à HPV, qui sont la parakératose et les cellules et la présence de cellules binucléées. Parmi les cancers de l'œsophage, le carcinome épidermoïde est le cancer le plus fréquent. Alors, macroscopiquement, vous voyez là des tumeurs qui sont de grande taille. On a ici deux photos avec deux aspects macroscopiques différents. On a une masse sur la première tumeur, c'est une masse blanchâtre, friable, de grande taille, tandis que sur la seconde photo, on a une masse sur UCO bourgeonnante aussi. Regardez la photo. Ces deux tumeurs, on a fait l'examen microscopique de ces deux tumeurs. Il s'agit de carcinomes épidermoïdes. Il faut savoir que c'est des masses qui siègent le plus souvent
au niveau des 2/3 moyen et inférieur de l'œsophage et que microscopiquement, on aura ça, tout simplement. Alors, comment on va décrire ces tumeurs-là? Pardon. Alors, sur la photo en haut, ça c'est la tumeur, ce qui est en bas est la tumeur, et si vous faites attention, cette tumeur, l'aspect de cette tumeur ressemble parfaitement à la... pardon. Ressemble parfaitement à la muqueuse malpighienne, à l'épithélium malpighien de l'œsophage. C'est pour ça, et comme l'épithélium malpighien est un épithélium de l'œsophage, est un épithélium malpighien et donc qui ressemble à l'épithélium de la peau, on appelle ça carcinome épidermoïde. Les cellules aussi qui composent cette prolifération vont ressembler aux cellules qui composent l'épithélium malpighien. Donc, il va y avoir des cellules polygonales à cytoplasme éosinophile. Il va y avoir aussi, comme l'épithélium malpighien secrète en général de la kératine, il peut y avoir de la kératinisation. On voit la kératine ici sur cette deuxième et troisième photo sous forme de lamelles éosinophiles. Voilà. Les cellules de la tumeur sont des cellules tumorales, donc elles sont définies par une prolifération anarchique excessive. Donc il faudrait qu'on peut voir au microscope en cherchant des mitoses. Ici, je ne vois pas de mitoses, mais on peut les chercher, les mitoses. Et on peut aussi apprécier en microscope le degré du pléomorphisme cytonucléaire, c'est-à-dire que toutes les cellules n'ont pas la même taille. Tous les noyaux n'ont pas la même taille. Regardez ce noyau, par exemple, il est plus grand que le noyau qui est en bas. Alors, le degré de différenciation, c'est-à-dire ici, par exemple, on a des carcinomes, on est en face d'un carcinome épidermoïde qui ressemble à l'épithélium œsophagien. Donc, on dit que ce carcinome épidermoïde est bien différencié. Ce qui est bon de savoir, c'est que plus on est dans un cancer bien différencié, plus le pronostic est meilleur. Et si la tumeur, si on n'arrive pas à reconnaître morphologiquement la tumeur, ça veut dire que cette tumeur ne ressemble pas du tout à l'épithélium malpighien d'où elle a pris naissance. En sachant que c'est une tumeur malpighienne, ça veut dire qu'elle est indifférenciée ou peu différenciée et son pronostic va être plus sombre. Le stroma, alors les cellules tumorales, pour pouvoir proliférer d'une façon excessive, il faut qu'elles se nourrissent. Il faut qu'elles se nourrissent à partir d'un milieu qu'on appelle le stroma. Le stroma, dans le cas du carcinome épidermoïde, est en général pas très grand, mais pas très petit aussi. Donc on le qualifiera d'un stroma de moyenne abondance et qui est fait en général de fibrose, de fibres et de cellules inflammatoires. Donc on dira que c'est un stroma de moyenne abondance de type fibro-inflammatoire en général. Ceci était pour le carcinome épidermoïde, qui est la tumeur la plus fréquente en matière de tumeur maligne de l'œsophage. En ce qui concerne l'adénocarcinome de l'œsophage, qui est la deuxième tumeur en ordre de fréquence, mais qui a une fréquence, mais dont la fréquence tend à s'élever. Donc, cet adénocarcinome se situe au niveau du tiers inférieur de l'œsophage. Il se développe fréquemment sur des lésions d'endobrachiosophage, sur un œsophage de Barrett.
Et pour la carcinogénèse, il suit la séquence suivante. Métaplasie intestinale, en fait, quand on a dans un œsophage de Barrett, on a un remplacement d'une muqueuse malpighienne normale œsophagienne par une muqueuse glandulaire gastrique. Cette muqueuse gastrique, elle n'est pas, cet épithélium gastrique n'est pas dans son milieu, il n'est pas dans l'estomac, il est dans l'œsophage. Il va pas être normal. Au début, il va réagir il va réagir tout simplement par une métaplasie intestinale. Donc, dans cet épithélium supposé être gastrique, il va y avoir des cellules intestinales. Et c'est à partir de ces cellules intestinales qu'on va avoir une dysplasie. Au début, c'est une dysplasie de bas grade qui va évoluer avec le temps, qui peut évoluer avec le temps vers une dysplasie de haut grade, qui peut évoluer avec le temps vers un carcinome in situ, c'est-à-dire un carcinome cantonné à l'épithélium, puis il peut il peut diffuser vers les différentes couches de la paroi œsophagienne et devenir comme ça un vrai carcinome infiltrant. Macroscopiquement, regardez, ça c'est une image d'un adénocarcinome macroscopique, mais il faut savoir que l'aspect macroscopique ou endoscopique de l'adénocarcinome peut être discret, représenté par des irrégularités au niveau de la muqueuse œsophagienne, ou peut être franchement tumoral, comme c'est le cas sur cette photo. Microscopie, donc c'est un adénocarcinome, il va y avoir des glandes. Alors, quand on reconnaît de la même façon, quand on reconnaît facilement les glandes, on parlera d'adénocarcinome bien différencié, comme c'est le cas sur ces deux photos. Mais si on n'arrive pas à reconnaître les glandes facilement et qu'on sait que c'est un adénocarcinome, il deviendra moyennement peu, voire indifférencié. Le stroma ressemble au stroma du carcinome épidermoïde, c'est-à-dire qu'il est d'abondance variable, il peut être ou moyenne, et qu'il est de type fibro-inflammatoire. Maintenant, on passe à la conduite à tenir devant une tumeur de l'œsophage. D'abord, le malade, il va consulter le clinicien, le gastrologue, suite à une dysphagie. Le gastrologue, il décide de faire une endoscopie œsogastro-duodénale. S'il voit des lésions, il va les biopsier et il va les envoyer en anapathe, et le pathologiste va confirmer le diagnostic de cancer en cas de cancer et va donner le type histologique. Après, à la suite de ces deux données, à la suite de ces deux données, à la suite d'autres données qu'on va voir, on va décider du traitement. Pour ce qui est du traitement, l'intervention chirurgicale, l'exérèse de la chirurgicale, la résection chirurgicale et le traitement de choix, mais il faut savoir que plus de 50% des patients ont une contre-indication à cette résection chirurgicale, soit du fait d'une extension de la maladie. Eh bien oui, si le malade présente une métastase, par exemple, pulmonaire ou autre, et ça ne sert à rien d'enlever la tumeur, de faire subir au malade un geste aussi lourd pour enlever une tumeur alors qu'on a d'autres tumeurs disséminées dans le corps humain. Soit à cause, la résection chirurgicale peut être contre-indiquée aussi
à cause d'une comorbidité, c'est-à-dire que le patient a d'autres maladies qui fait qu'il ne va pas pouvoir supporter un geste aussi lourd. Et donc, la stratégie thérapeutique ne peut pas être décidée par un seul médecin. Il faudrait qu'il y ait un ensemble de médecins réunis dans le cadre de RCP, de réunion de concertation pluridisciplinaire, pour décider de la prise en charge de cette tumeur. Alors, parmi les alternatives, enfin parmi les gestes proposés pour guérir cette tumeur, est la mucosectomie endoscopique, c'est-à-dire qu'elle sera faite au cours d'une endoscopie par probablement un gastrologue à but curatif avec l'examen anatomopathologique de la pièce de résection. Dans ce cas de figure, on a découvert au cours d'une endoscopie une tumeur qui s'avère maligne. On a fait la biopsie, probablement, c'est une tumeur maligne, mais qui ne s'avère pas très profonde, c'est-à-dire que apparemment elle reste cantonnée à la muqueuse. Dans ce cas, on peut faire une mucosectomie, enlever la tumeur et une muqueuse. Le gastrologue va fixer cette mucosectomie sur un plan pour qu'il n'y ait pas de rétraction. Il va envoyer en anapathe. L'examen anatomopathologique, il précisera, comme on l'a dit, le type histologique selon la classification OMS la plus récente. La classification OMS la plus récente, de nos jours, c'est la classification OMS 2019. Il va donner donc le type histologique, il va donner le grade de différenciation, c'est important pour le pronostic et pour la conduite à tenir. Il va préciser est-ce qu'il y a des emboles. Alors, l'embole, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'il y a des cellules tumorales dans les vaisseaux sanguins. On sait que, par exemple, la tumeur, le cancer, il baigne dans un stroma conjonctif ou fibro-inflammatoire qui est riche en général, qui contient des vaisseaux. Alors, est-ce qu'il y a des cellules tumorales dans ces vaisseaux? S'il y a des cellules tumorales dans ces vaisseaux, ça veut dire que le malade a probablement fait, ou bien il va faire incessamment des métastases. Ça veut dire qu'on est en train de dire au thérapeute, il faudrait prendre ça en considération. Peut-être il faudrait rajouter des drogues ou faire de la radiothérapie. De la même façon, il faudrait rechercher des engainements périnerveux parce que quand les cellules tumorales engainent les filets nerveux, c'est un moyen de dissémination, de métastase aussi. Il faudrait dire, est-ce que les nerfs ont été identifiés ou pas. Parce que si les nerfs n'ont pas été identifiés, ça veut dire qu'on n'est pas en mesure de dire est-ce qu'ils ont été engainés par les cellules tumorales ou pas. Par contre, si on a bien vu au cours de l'examen microscopique des filets nerveux et qu'on a bien vu qu'ils ne sont pas entourés par les cellules tumorales, eh ben, y a pas on peut dire avec certitude qu'il n'y a pas d'engainement périnerveux. Et ça veut dire, et c'est un élément pour dire, il n'y a pas de, c'est comme si on disait, il n'y a pas d'élément en faveur de la méta. Autre chose qui est très importante, c'est le niveau d'infiltration de la tumeur dans la paroi. Alors, si la tumeur est cantonnée au niveau de l'épithélium, on parle de TIS, de carcinome in situ, on l'appelle TIS, et si elle a dépassé l'épithélium,
c'est un carcinome infiltrant. Maintenant, on est dans une mucosectomie. Donc, dans la mucosectomie, on a le gastrologue, l'endoscopiste va enlever l'épithélium et la muqueuse et la sous-muqueuse. Donc, on va mesurer le degré d'infiltration de cellules tumorales dans cette muqueuse. Est-ce qu'il y a des cellules tumorales? Est-ce que les cellules tumorales ont envahi toute l'épaisseur de la muqueuse? Si elle a envahi un tiers de la muqueuse, on va le stader comme M1. Si elle a envahi les 2 tiers de la muqueuse, c'est un M2. Si elle a envahi toute l'épaisseur de la muqueuse, c'est un M3. Et puis, dans la mucosectomie, le gastrologue est supposé ramener aussi la sous-muqueuse. Donc, de la même façon, SM1, SM2, SM3. Et l'anatomopathologiste doit juger la qualité de l'exérèse. C'est-à-dire quand on fait une mucosectomie, et même chose pour la résection chirurgicale, il faudrait qu'il y ait des marges saines. Sinon, s'il n'y a pas de marge saine, on invitera les thérapeutes à renouveler leur geste ou bien à continuer leur geste par de la thérapeutique. Ça veut dire qu'on a laissé un peu de tumeur, un bout de tumeur dans le corps du malade. La chirurgie exérèse, maintenant, si la tumeur a dépassé la muqueuse et la sous-muqueuse, on doit faire une chirurgie d'exérèse à but curatif. Et bien sûr, cette chirurgie va s'adresser aux patients opérables, c'est-à-dire qui ne souffrent pas de comorbidité, de métastases, etc. L'intervention de choix est l'œsophagectomie transthoracique subtotale avec curage ganglionnaire et plastie gastrique. Et l'examen anatomopathologique, là aussi, est primordial. Il va préciser, en plus des critères établis pour les mucosectomies, c'est-à-dire le type, le grade, etc., le type de la pièce opératoire, la localisation de la tumeur au niveau inférieur, au niveau moyen. Il va non seulement dire c'est le tiers inférieur par exemple, il va prendre les mesures par rapport aux limites, aux limites de la résection chirurgicale. Ceci est très intéressant pour la radiothérapie. Là, en sachant que la radiothérapie est un traitement localisé, donc si on cherche à irradier, on doit connaître avec précision le siège de la tumeur initiale. Le siège de la tumeur pour pouvoir irradier les cellules tumorales. Le nombre de la localisation de la tumeur, oui. Le nombre de ganglions envoyés par rapport au nombre de ganglions prélevés. Donc, il faudrait ramener au moins 6 ganglions. Si on ramène 2 ou 3 ganglions, on ne sait pas en réalité, est-ce que les ganglions qui ont été laissés dans le corps du malade, dans l'organisme, du malade, ou bien qui n'ont pas été vus au cours de l'examen macroscopique de l'anatomopathologiste, on ne sait pas s'ils sont infiltrés ou pas. Et ça risque, d'après que les ganglions sont infiltrés ou pas, on peut changer la conduite à tenir, la prise en charge du malade va changer complètement. Donc, il faudrait s'acharner à trouver au moins 6 ganglions. Parfois, on est amené à faire une radiochimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire avant le geste, si la tumeur, par exemple, est très grande et que le malade et que le chirurgien ne peut pas réaliser le geste, on va proposer d'abord le traitement chimio-radiothérapie pour essayer de diminuer la masse de la tumeur. Après, on fera le geste.
le pathologiste, il doit évaluer la réponse thérapeutique. Parfois, suite à la chimioradiothérapie, il n'y aurait plus de cellules tumorales dans la région. Et ça, c'est un très bon signe. Et parfois, la chimioradiothérapie n'apporte pas grand-chose aux malades. Et ça, il faudrait le signaler aussi. Bon, ça c'est la dernière classification TNM. Je l'ai mis dans le cours. Il faudrait être au courant qu'il y a eu une classification TNM 2019. Et ça, c'est un schéma qui schématise à peu près la classification TNM. Donc, on a des tumeurs, la tumeur est appelée TIS quand elle est localisée dans l'épithélium œsophagien, T1 quand elle envahit la lamina propria, la musculaire muqueuse et la submuqueuse. Quand la tumeur envahit le muscle C1-Z2, T3 quand elle envahit l'adventice, T4 quand elle va aux organes au voisinage. De la même façon, l'atteinte ganglionnaire est classée, donc NX quand on sait pas, quand on n'a pas évalué correctement les ganglions, par exemple quand on ramène un nombre de ganglions inférieur à 6 ganglions, donc c'est un X, on ne sait pas. R0 quand on a au moins 6 ganglions et qui sont tous non métastatiques. N1 quand on a une métastase dans 1 à 2 ganglions parmi les 6 ganglions ramenés au moins. N2 quand on a 3 à 6 ganglions lymphatiques infiltrés par la tumeur. Quand on a plus de 7 ganglions, on parle de N3. Les métastases, s'il n'y a pas de métase, c'est un M0. S'il y a une métase, c'est un M1. Au final, la pathologie œsophagienne est dominée par la pathologie inflammatoire, heureusement, et principalement le reflux gastro-œsophagien. Le diagnostic de tumeur de l'œsophage nécessite des biopsies avec examen anatomopathologique qui précisera le type histologique. Les deux types histologiques les plus fréquents sont le carcinome épidermoïde et l'adénocarcinome. Le carcinome épidermoïde infiltrant est précédé de lésions de dysplasie. L'adénocarcinome du bas œsophage se développe souvent sur des lésions d'endobrachiosophage et ici il suit la séquence métaplasie, dysplasie et carcinome. Enfin, les résections à but curatif font l'objet d'un examen anatomopathologique qui doit préciser le type histologique de la tumeur, sa différenciation, son degré d'extension, c'est-à-dire la PTNM, le staging et la qualité de l'exérèse. Merci.